Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infotémis du 28 novembre 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine à Infotémis, nous avons des organismes de la région reçoivent un coup de pouce du rodéo du camion, un budget en hausse de 18,4 % pour la MRC du Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien élue co-porte-parole de Québec solidaire, Sauvons Thornlow Cheese, la 23e guignolée des médias, des dons nécessaires plus que jamais, et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres ce mercredi soir à 18h pour notre télé-bingo régulier. Le rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord remet cette année plus de 166 300 $ à 32 organismes de l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis sa première année de tirage en 1986, l'événement a remis plus de 5,6 millions de dollars dans la communauté. Parmi les organismes bénéficiaires cette année, le Centre de prévention du suicide et le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue. Les paniers de Noël du Témiscamingue ont quant à eux bénéficié d'un don de 29 000 $. Le directeur général, Éric Alain, dit que c'est la mission du rodéo du camion d'aider le milieu communautaire à améliorer la qualité de vie des gens. Notre objectif, c'est de redonner à la communauté et c'est notre façon de la remercier de nous avoir appuyés lors de notre événement, explique le responsable. Il ajoute que le rodéo du camion reçoit plusieurs demandes d'aide des organismes de partout en Abitibi-Témiscamingue. TV Témis aimerait profiter de l'occasion pour remercier sincèrement le rodéo du camion pour son don au montant de 2 000 $. Ce montant servira à l'achat d'une nouvelle caméra. La 42e édition du rodéo du camion se tiendra du 1er au 4 août 2024. Le 23 novembre dernier se tenait la séance mensuelle du Conseil de la MRC à la Verlochère-Anglier. Cette rencontre portait principalement sur l'adoption du budget 2024 de la MRC qui appuie les priorités du Conseil et définit les actions de la prochaine année. Ce budget repose en majeure partie sur divers fonds octroyés à l'organisation, alors que la part des municipalités du territoire représente 25 % de ce budget, incluant la gestion des matières résiduelles. Pour l'année à venir, les quotes-parts des municipalités locales connaissent en moyenne un bond de 38 % comparativement à 2023. Cette hausse s'explique principalement par le fait que l'an dernier, une somme de 1 million de dollars avait été affectée par la MRC afin de réduire les dites quotes-parts. Ainsi, pour l'année à venir, le montant des quotes-parts des municipalités du territoire est de 650 161 $. Pour 2024, le budget connaît une croissance de 18,4 % alors que le total passe à 18,7 millions de dollars comparativement à 15,8 millions de dollars pour 2023. Cette croissance est principalement attribuable à l'obtention de nouveaux fonds liés à diverses subventions gouvernementales telles que le PIIRL, les ententes sectorielles, programmes d'habitation, FRR volet coopération intermunicipale, etc. Pour financer les opérations de fonctionnement incluant la gestion des matières résiduelles, 75,1 % des revenus proviennent de divers fonds ou subventions gouvernementaux, alors que 24,9 % sont affectés aux contributions ou quotes-parts municipales. Cependant, 66,2 % des quotes-parts ou contributions municipales facturées aux municipalités locales reposent sur les dépenses reliées à la gestion des matières résiduelles. Ainsi, seulement au niveau des matières résiduelles, la charge fiscale revient à 174,68 $ par habitant ou à 426,77 $ pour une résidence évaluée à 250 000 $. Concernant la répartition des dépenses, 75,5 % sont attribuables au fonctionnement de la MRC avec ses compétences propres, dont l'aménagement du territoire, la sécurité incendie, l'évaluation foncière, le développement économique, la gestion des baux, etc. La gestion des matières résiduelles représente quant à elle 24,5 % des dépenses.
Claire Bolduc, préfète de la MRC, souligne le fait que nous présentons un budget ambitieux mais responsable dans la mesure où la plus grande partie de ce budget provient de notre capacité à lever des fonds de diverses sources gouvernementales. Nous demeurons une MRC essentiellement rurale et concilier l'aménagement du territoire, le développement local et le soutien des municipalités et des communautés demeurent nos plus grandes préoccupations. Parmi les autres faits saillants de la rencontre, on y retrouve l'adoption de 2 projets issus de l'entente en vitalisation du FRR, le volet 4, soit l'octroi de 11 739 $ pour la rénovation du restaurant La Hutte de Moffett et l'octroi d'un budget pour l'embauche d'une coordination en autonomie alimentaire à Moffett pour un montant de 99 443 $. On y retrouve également l'autorisation du dépôt d'une demande collective au volet 2 du programme de soutien à la démarche MADA visant à supporter les municipalités quant à leur mise en œuvre de leur plan d'action, ainsi que la nomination de Marc Girard à titre de représentant de la MRC au conseil d'administration du complexe des eaux profondes. Lors de la séance, les élus ont entériné la recommandation de la directrice générale pour la nomination de M. Sami Diri à titre de directeur de l'évaluation et la délégation foncière et greffier trésorier adjoint à la MRC du Témiscamingue. La prochaine séance du conseil aura lieu le mercredi 20 décembre dans les bureaux de Ville-Marie. Le lancement de la 34e édition de la campagne Prendre le temps avait lieu le 23 novembre dernier à la bibliothèque La Bouquine à Ville-Marie. Pour cette édition, c'est l'artiste témiscamienne Maria Tremblay qui est mise de l'avant avec son œuvre Mon moment de bonheur. Cette œuvre orne les 50 000 signets imprimés pour la campagne 2023. Madame Tremblay, citoyenne de Notre-Dame-du-Nord, exprime sa fierté d'être l'artiste choisie pour cette édition. Son œuvre invite à prendre le temps de choisir un livre, prendre le temps de se réserver du temps pour soi, pour se détendre, pour se décrocher, s'accorder un moment de bonheur par la lecture. Pour sa part, Madame Michèle Bourque, présidente du regroupement, soulignait lors du lancement que la campagne existe depuis 1989 et qu'elle vise à mettre en valeur le travail d'artistes en art visuel de la région, tout en faisant la promotion des bibliothèques et de la lecture. Rappelons que cette initiative relève du regroupement des bibliothèques publiques de l'Abitibi-Témiscamingue, qui peut compter sur la contribution de 3 précieux collaborateurs, soit WOW-FM, CKVM-FM et le journal Le Citoyen pour cette édition. La population est invitée à se procurer dès maintenant le signet offert gratuitement dans toutes les bibliothèques de la région. Le marché de Noël de Lorrainville s'est tenu du 17 au 19 novembre dernier au Centre Richelieu. 80 exposants provenant de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Ontario sont venus exposer leurs créations et leurs produits locaux. Simon Gélina, organisateur de l'événement, se dit très satisfait de la réussite de cette année. Il souligne que le marché de Noël de Lorrainville est le plus gros marché de Noël de l'Abitibi-Témiscamingue. Tous les exposants ont reçu un billet gratuit leur permettant de participer au spectacle de Nicolas Ciccone le vendredi soir à l'église de Lorrainville. Parmi les exposants, on pouvait retrouver agrotransformateurs, artisanat, décorations uniques, bijoux, idées cadeaux et bien plus. Josiane Baudouin-Lacroix, une jeune artiste et entrepreneur avec son entreprise With Love J, originaire de Rouyn-Noranda et établie à Béarn depuis 2 ans, a attiré bien des regards avec ses créations modernes réalisées au crochet. Pour plaire aux tout-petits, le comité événementiel de Lorrainville a organisé la rencontre du Père Noël le dimanche. Les enfants ont été nombreux à faire la file pour le rencontrer. M. Gélina ajoute qu'il remarque qu'avec les années, les exposants travaillent tellement pour offrir des produits de qualité impressionnante et même de haut de gamme. L'élection d'Émilise Lessard-Terrien,
comme porte-parole féminine de Québec solidaire, fait le bonheur de nombreux militants du parti en Abitibi-Témiscamingue. La lutte a été serrée. La Témiscamienne a remporté cette première vraie course dans l'histoire de Québec solidaire en obtenant au deuxième tour 50,3 % des voix devant la députée de Mercier, Ruba Gazal. La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, a été éliminée au premier tour. Quelques 600 délégués étaient réunis à Gatineau en congrès pour faire ce choix. Son élection sera bénéfique pour l'Abitibi-Témiscamingue. Elle est reconnue comme étant la co-porte-parole de Québec solidaire de la ruralité. Le fait que Québec solidaire soit aussi représenté par quelqu'un qui connaît bien les régions, c'est formidable. C'est certain que les régions ont grandement contribué à cette élection. D'ailleurs, la délégation de l'Abitibi-Témiscamingue, c'était la plus grosse délégation, sinon la deuxième. Un total de 24 délégués étaient présents pour cette occasion. Clairement, ça a fait une différence dans ce vote qui a été aussi serré, explique d'ailleurs la nouvelle élue Émilise Lessard-Terrien. Jointe au téléphone quelques heures après son élection, la jeune femme de 31 ans flottait sur un nuage. C'était une journée très intense. Elle est extrêmement contente. Elle ajoute que Québec solidaire envoie un message important que c'est le parti pour tout le Québec, pour moi d'avoir une voix qui revient dans l'espace public, une voix qui vient des régions, de la ruralité. Pour moi, c'est une grande fierté. Québec solidaire cherchait quelqu'un qui ressemblait un peu à Manon Massé. Manon, c'est quelqu'un de super authentique, qui parle vrai, et je pense que c'est ça qui est apprécié d'Émilise. Gabriel, c'est quelqu'un de très cérébral, puis il est excellent quand on disait qu'on cherchait un duo. Bien, c'est un peu ça. On voulait avoir un tout qui se complète bien. Je pense qu'Émilise est parfaite dans ce rôle. Son absence à l'Assemblée nationale ne va pas nuire aux partis politiques. On a là un porte-parole qui est à l'Assemblée nationale, qui est capable de ramener les dossiers et poser les questions. On a quelqu'un qui va aller sur le terrain, c'est ça qui va être intéressant avec Émilise. On va avoir quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de temps pour être à l'écoute des citoyens et ramener ça à l'Assemblée nationale. Dans cette course, la femme de 31 ans n'avait qu'un seul appui au caucus, le député de Rosemont, Vincent Marissal, qui avait été impressionné par son combat pour la qualité de l'air à Rouyn-Noranda et ses critiques contre la fonderie Horn, le plus gros employeur de sa circonscription. De son côté, Gabriel Nadeau-Dubois a reçu l'appui de 90,1 % des délégués. Le chef parlementaire du parti estime qu'avec un tel appui, il a obtenu un mandat fort. Il s'attend à ce que le parti serre les coudes et se rallie derrière la nouvelle élue, soit Émilise Lessard-Terrien. Toute la population de la région de l'Abitibi-Témiscamingue s'unit pour te féliciter et te souhaiter la meilleure des chances dans tes nouvelles fonctions. Le mois d'octobre s'est terminé sur une note bien triste pour la population du Témiscamingue ontarien avec la fermeture immédiate et permanente de l'emblématique fromagerie Thornlow qui existait depuis 1940. Cette entreprise représentait une trentaine d'emplois dans cette région où la production laitière est un secteur d'activité économique important. Cette nouvelle en a ébranlé plusieurs. Sur le site web de la fromagerie, la décision s'explique par un risque urgent en matière de sécurité alimentaire. Une grande partie de l'équipement de fabrication du fromage doit être remplacé dans les plus brefs délais. Les coûts de ce nouvel équipement sont estimés à 10 millions de dollars et une période de 12 à 18 mois serait nécessaire pour commander, recevoir, installer et tester le tout, un investissement qui ne s'avérerait pas rentable. À la suite de cette nouvelle, un comité de producteurs laitiers de la région s'est formé rapidement. Une page Facebook a été créée dans le but de rejoindre plus facilement l'ensemble de la population et médiatiser ses activités. Une pétition circule dans les nombreux commerces de la région, invitant les gens à signer leur nom en guise de soutien. À l'heure actuelle, celle-ci compte plus de 7000 signatures. Lors d'une rencontre entre les membres du comité et les dirigeants de Gailey, l'intention de la coopérative de ne pas investir davantage et de ne pas rouvrir la fromagerie était bien claire.
Gailey est prêt à vendre si un acheteur manifeste de l'intérêt pour reprendre les opérations. Toutefois, les équipements désuets ne feraient pas partie de cette vente. Le prix demandé sera partagé qu'avec les acheteurs sérieux et qui souhaitent exploiter l'usine comme installation de transformation laitière. John Vantoff, député provincial, a profité de l'occasion pour demander à Gailey de vendre ses actifs, y compris les recettes, les installations ainsi que l'équipement à un prix équitable. L'achat local perdu au fil du temps par l'exode des jeunes vers les grandes villes et le dépeuplement de la région a conduit à l'accélération de l'achat en ligne en fermant plusieurs commerces locaux dans l'ensemble des villes de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est lors de notre table ronde de la semaine où nous avons discuté de la difficulté d'augmenter l'achat local dans la région, étant donné la grande fermeture des commerces locaux due à plusieurs facteurs. Nous voyons que c'est une spirale qui s'est accélérée au fil du temps. Plus que le monde achète en ligne, plus qu'il y a des commerces qui ferment. Et par le fait même, nous perdons la capacité de faire une expérience d'achat. Souvent, lorsqu'on achète en ligne, il est impossible de voir et de toucher le produit désiré avant l'achat. Il est également impossible de discuter avec la personne qui l'a fabriqué ou qui l'a produit. Selon Pascal Rowe, président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, c'est une expérience que le monde perd au fil du temps et qu'il faudrait ramener. Est-ce que les gouvernements devraient appliquer ce principe d'achat local avec leurs différents services à la population au lieu de chercher à acheter à moindre coût? Les grands distributeurs ont trop de pouvoir et à un moment donné, le gouvernement a voulu s'ingérer un peu pour dire au niveau des patrimoines de ce monde, même à l'hôpital, prendre des produits d'ici au lieu de faire venir de la viande de la Nouvelle-Zélande, car elle est un petit peu moins chère. Sauf que les producteurs qui produisent en région dépensent en région et font virer l'économie locale et régionale, car c'est rentable de le faire, mentionne Pascal Rowe, président de l'UPA. Pourrions-nous ramener cet achat local en basant celui-ci sur l'expérience client et la connexion avec le fabricant? Samedi dernier débutait la campagne provinciale des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. La campagne annuelle est intitulée « Précarité genrée, violence ignorée ». Le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue souhaite informer la population des diverses activités qui se dérouleront en région dans le cadre de cette campagne et les inviter à se souvenir que les violences à l'égard des femmes et des filles constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. Les données démontrent que l'Abitibi-Témiscamingue se situe au 2e rang des taux régionaux les plus élevés en ce qui concerne les infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal, soit 582 par 100 000 habitants. Dans 76 % des cas, les femmes en étaient la victime. L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue nous indique également que sur 10 ans, le taux régional de victimes de violences conjugales a augmenté de 30 %, alors qu'on note une augmentation moyenne de 15 % dans le reste du Québec. Nous souhaitons réitérer que les violences faites aux femmes ne sont pas toujours d'ordre conjugal, intime ou personnel. Nous devons impérativement considérer les violences systémiques et institutionnelles. Notons également que la situation des femmes autochtones de la région en regard de la violence est des plus préoccupantes. En solidarité avec les femmes de la région et de tous les pays, du 25 novembre au 6 décembre, portons le ruban blanc en forme de V inversé pour dire « Assez, c'est assez, je dis non à la violence ». La campagne annuelle des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes est une occasion de réfléchir collectivement au phénomène des différents types de violences qui touchent les femmes et de présenter des solutions concrètes pour enrayer ce fléau.
Dans le cadre de ces 12 jours, des actions sont organisées par des groupes de femmes dans toutes les régions du Québec pour sensibiliser la population au phénomène des violences faites aux femmes. C'est l'occasion de demander des engagements concrets de la part des gouvernements provincial et fédéral pour éliminer ces violences systémiques qui persistent. Alors que certaines femmes ont obtenu des victoires, d'autres les attendent encore. Pourquoi une campagne annuelle pour l'élimination des violences envers les femmes? Le 17 décembre 1999, l'ONU proclamait le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, rappelant que cette violence est un obstacle sur la voie de l'égalité, du développement et de la paix. Cette date commémore l'assassinat des sœurs Mirabal, 3 militantes politiques dominicaines qui furent brutalement exécutées en 1960 sous les ordres du chef d'État Rafael Trujillo. Le 25 novembre marque aussi le début des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes, campagne reconnue internationalement, qui se termine le 10 décembre. Journée internationale des droits de la personne. Au Québec, la campagne de sensibilisation se déroule du 25 novembre au 6 décembre. Cette dernière date correspond à la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Le Parlement du Canada a institué cette journée afin de commémorer la date d'anniversaire du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l'École polytechnique de Montréal. Ce geste de violence sexiste a bouleversé la population. Tous les 6 décembre, les drapeaux sont mis en berne sur les bâtiments fédéraux. La population est aussi invitée à porter le ruban blanc et à observer une minute de silence afin de commémorer les 14 victimes de Polytechnique et de prendre des engagements pour enrayer les violences faites aux femmes. La population est invitée à contacter les différents organismes organisateurs pour obtenir plus d'informations sur ces activités. Plusieurs contenus d'information et de sensibilisation seront partagés au courant des prochains jours sur les réseaux sociaux des membres du regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. La 23e guignolée des médias en Abitibi-Témiscamingue a été officiellement lancée cette semaine à la Banque alimentaire de la ressourcerie Bernard Hamel de Rouyn-Noranda, organisme qui chapeaute la grande collecte annuelle de dons et denrées qui se déroulera du 24 novembre au 31 décembre prochain. Dans un contexte économique qui semble de plus en plus difficile pour un grand nombre de personnes, la guignolée des médias se veut un appel à la générosité collective pour que les plus démunis puissent passer un plus beau temps des fêtes, mais aussi recevoir de l'aide tout au long de l'année quand ils en ont besoin. Les différents partenaires de la guignolée interpellent les gens à donner, s'ils le peuvent, un peu plus que les denrées de base pour créer des paniers de Noël plus festifs. Si vous avez la chance lors de votre prochaine épicerie d'acheter un sac de chips et de le donner, que ce soit lors de la maudite belle récolte ou de la grande guignolée, parce que je pense que tout le monde peut avoir un beau temps des fêtes et ça passe par le plaisir aussi. De manger toutes ces belles cochonneries-là pendant les fêtes, c'est ça qui est le fun. Donner, donner, continuer de donner tout ce dont on a besoin. La base, mais rajouter un petit quelque chose de le fun, a déclaré Éric Morissette, porte-parole de la maudite belle récolte du groupe Poirier, qui amasse les dons dans leurs concessions partout dans la région. Même son de cloche pour Nancy Boucher, propriétaire de Squeeze, qui fait appel aux entreprises de la région pour aider dans le projet d'envergure, à chacun sa part de tarte, pour mettre dans les paniers de Noël cette année la tarte de Noël, la festive de son entreprise. Comme Squeeze est présent dans l'Abitibi-Témiscamingue au grand complet, mon cœur de mère ne pouvait pas dire autrement que s'il y a une pointe de tarte qui va à Rouyn-Noranda, bien, il faut que la pointe de tarte aille aussi à toute la région. Donc, je me suis dit, pourquoi pas offrir cette tarte-là partout en région, dans tous les paniers de Noël? Ça représente donc une grosse somme pour son entreprise, a-t-elle ajouté. Les banques alimentaires de la région et partout dans la province semblent avoir de plus en plus de mal à fournir des services de dépannage alimentaire. L'inflation, qui touche autant le prix des loyers de l'essence que celui de la nourriture, rend une grande partie de la population vulnérable et de plus en plus
de demandes d'aide alimentaire se font. Les temps sont durs, la pénurie et le coût de logement additionnel à l'inflation actuelle affectent même ceux qui se sont crus à l'abri. Le nombre de demandes en témoigne, on n'en aura jamais reçu autant. Je crois bien que la situation est la même pour chaque organisme dans toute la région, a affirmé Martine Dion, directrice générale de la ressourcerie Bernard Hamel. La Banque alimentaire de Rouyn-Noranda a servi environ 550 paniers de Noël l'année dernière. On en prévoit 800 pour cette année. Cette augmentation incessante des besoins amène la ressourcerie à devoir toujours repenser ses aires d'entreposage et de distribution. On essaie d'optimiser toujours, d'avoir plus d'entreposage, d'avoir plus de place pour que le fonctionnement, le côté opérationnel soit plus facile. On a définitivement plus d'usagers cette année. C'est sûr qu'avec l'inflation, on a vu une hausse grandissante dans nos services. Que ce soit les dépannages réguliers ou les dépannages d'urgence, ça augmente énormément. On est passé de 17 dépannages d'urgence à plus de 80 par mois, a précisé Geneviève Gagnon, coordonnatrice de la Banque alimentaire de Rouyn-Noranda. Avant, on avait plus de 87 % des gens qui étaient des assistés sociaux. Maintenant, ces chiffres-là sont rendus à moins de 49 %. On a beaucoup de gens qui ont un emploi qui n'arrivent pas également. Donc, c'est maintenant monsieur, madame, tout le monde, avec l'inflation, qui reçoivent l'aide alimentaire. C'est la réalité un peu partout, a-t-elle ajouté. Elle rappelle également l'importance des dons en argent ou en denrées à la guignolée pour l'organisme. L'argent qui est amassé va servir en partie pour l'achat de denrées, pour les paniers, mais au courant de l'année aussi, soit pour l'achat de denrées dépendamment des besoins qu'on va avoir, des recevages aussi qu'on va avoir des fournisseurs. On a eu une baisse de denrées aussi, donc il faut pallier une baisse de denrées avec une inflation. Donc, c'est important pour continuer à servir nos usagers. Au Témiscamingue, les médias locaux seront présents au coin des Lumières à Ville-Marie pour amasser vos dons toute la journée de jeudi, le 7 décembre prochain. Ensemble, ils font appel à la générosité des gens du Témiscamingue. Merci à tous. Le Front commun du secteur public, qui réunit les secteurs de l'éducation, de la santé et des services sociaux, a commencé mardi matin ses 3 journées de grève. La présidente du syndicat de l'enseignement de la Rijémésie et de l'Abitibi-Témiscamingue soutient que les élèves sont au cœur des demandes des enseignants. Cindy Lefebvre souligne que parmi les demandes se trouve celle de l'amélioration du service aux élèves en classe. Elle mentionne que c'est sûr que pour le Front commun, on parle beaucoup de salaire et de retraite, mais particulièrement pour les enseignants, la composition et la lourdeur de la classe sont directement reliées. Ce que les études démontrent, c'est qu'il n'y a pas moins de 50 % des élèves qui ont des besoins particuliers. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont en grande difficulté, mais ils ont des besoins qui nécessitent des adaptations de la part de l'enseignant qui est dans la classe. Madame Lefebvre espère un règlement rapide pour éviter une grève générale illimitée. La présidente du syndicat de l'enseignement de la Rijémésie et de l'Abitibi-Témiscamingue affirme qu'on le répète souvent, il n'y a personne qui a envie de faire la grève. Nos membres ne reçoivent pas de salaire du tout. Ils n'ont pas de fonds de grève non plus. Pour les enseignants qui sont sur les lignes de piquetage, chaque journée est une journée de salaire qui est perdue. Au-delà de cela, ce que les gens veulent faire, c'est enseigner à leurs élèves, assure cette dernière. Rappelons que le gouvernement du Québec a nommé un conciliateur pour arriver à une entente. Le 28 octobre dernier, le Forum jeunesse en Abitibi-Témiscamingue relevait de ses cendres. La fondation du premier conseil d'administration relançait cette journée-là le Forum sur le territoire. L'objectif du Forum jeunesse est de permettre aux jeunes de 12 à 35 ans de réfléchir sur l'avenir de l'Abitibi-Témiscamingue pour les 10 prochaines années et commencer à mettre en place un plan d'action pour réaliser ce futur. La participation de plusieurs élus de l'Abitibi-Témiscamingue, notamment Sébastien Lemire, qui a organisé ce premier événement où il y voyait un besoin essentiel d'impliquer les jeunes à créer et construire l'Abitibi-Témiscamingue de demain.
Tous ceux qui ont passé par le Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue vont vous témoigner à quel point ça les a amenés à voir grand, à voir régional et à développer un sentiment d'appartenance envers notre région. La création du Forum a débuté en Abitibi-Témiscamingue dans les années 2000 où 3 jeunes voulaient reprendre le développement régional et ont forcé le premier comité jeunesse. Le gouvernement de l'époque a créé un fonds de 10 millions de dollars pour créer et lever des projets chez les jeunes et ainsi permettre de tisser les liens de communication à travers les territoires régionaux du Québec. Ce forum permet aux jeunes de s'impliquer, s'engager et rencontrer d'autres jeunes, mais également avoir une meilleure compréhension sur les partis de droite et de gauche. Quelques années plus tard, le Parti libéral a cessé de financer le Forum jeunesse au Québec et tout s'est effondré. Comment expliquer le manque de confiance des jeunes envers les médias? Selon un nouveau sondage, la confiance des jeunes envers les institutions publiques, particulièrement les médias, dégringole. De nouvelles données mettent en évidence la faible confiance des jeunes envers les médias. Selon des experts, ce constat s'expliquerait en partie par le contexte de crise économique dans les médias et de désinformation sur les réseaux sociaux, mais reflèterait aussi des demandes fondées de la part des jeunes envers les sources d'information. Selon de récentes données de Statistique Canada, seulement 23 % des jeunes âgés entre 25 et 34 ans disent avoir confiance dans les médias. Cette proportion est légèrement supérieure chez les plus jeunes, les 15 à 24 ans, avec un taux de confiance de 26 %, mais reste largement en deçà de la moyenne dans la population générale qui, elle, est de 31 %. Les médias n'ont donc pas la cote auprès des Canadiens, encore moins que d'autres institutions publiques comme le Parlement fédéral, 32 %, le système de justice, 46 %, le système scolaire, 47 % ou même les services de police, 62 %. Cette enquête rappelle celle effectuée l'année dernière par le cabinet de communication Edelman, qui avait déterminé que 61 % des Canadiens estimaient que les journalistes tentaient délibérément de les tromper. C'est vrai que ce n'est pas rassurant, constate Colette Brun, professeure titulaire et directrice du Centre d'études sur les médias à l'Université Laval. De manière générale et au-delà des médias, le fonctionnement des institutions a été mis à l'épreuve par la pandémie, par le travail à distance, par toutes sortes de considérations, ce qui aurait compliqué les interactions du public avec celles-ci et augmenté le mécontentement de manière générale. Mais au-delà de ce contexte précis, il s'agit d'une tendance qui s'observe depuis un certain temps, surtout au niveau de la confiance envers les sphères politiques et les médias, pense-t-elle. Comment expliquer cette tendance de fond? Les médias font face à une période de crise et de transformation avec le choc du numérique. L'émergence des réseaux sociaux a favorisé la désinformation et la mésinformation en plus de détourner les revenus publicitaires vers les grandes plateformes. Dans le passé, les médias avaient des ressources, avance Colette Brun, en soulignant les coupures de nombreux postes dans le domaine au cours des dernières décennies. Ces conditions ne sont pas de nature à favoriser la confiance. La chercheuse souligne aussi que les jeunes qui tendent à dépendre des réseaux sociaux pour s'informer sont plus touchés par la censure des médias canadiens sur Meta. Ce n'est pas pour dire que tout était parfait avant, dit-elle, mais c'était certainement plus simple. Tout cela fait une tempête parfaite, conclut la chercheuse, surtout que la confiance dans les médias a tendance à être tributaire de la confiance dans les institutions. Selon la chercheuse, cette baisse de confiance générale chez les jeunes pourrait s'expliquer par un manque d'expérience auprès des institutions publiques et une socialisation aux médias effectuée à l'ère du numérique. Mais Philippe de Grosbois, enseignant en sociologie au niveau collégial, déplore que les médias qui constatent une baisse de confiance se l'expliquent rapidement comme le simple effet d'un manque de compréhension du travail des journalistes et des médias, plutôt que d'y entrevoir une remise en question plus profonde. Dès lors, la solution qui est envisagée est souvent celle de la sensibilisation et de l'éducation aux médias.
Il explique qu'il trouve non seulement que c'est une attitude qui est un peu condescendante ou paternaliste, mais aussi qu'il y a une forme d'autocomplaisance là-dedans. Quand on parle de confiance, on devrait parler de relation de confiance, ce qui sous-entend qu'il y a au moins deux parties, avance Philippe de Grosbois. Si la confiance est basse, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que ces institutions sont dignes de confiance? Est-ce qu'elles ont mérité la confiance? Par l'exemple, les médias ont parfois tendance à reprocher au public de ne pas faire la différence entre reportage et opinion au moment de critiquer le propos d'une chronique et à rappeler que les chroniqueurs n'ont pas à respecter les mêmes normes d'objectivité que les journalistes. Mais les journalistes sont supposés s'appuyer sur des choses avérées, ce qui n'est pas toujours le cas, explique-t-il. Et même s'il s'agit d'une opinion, les gens peuvent tout à fait trouver que non seulement ils ne sont pas d'accord, mais aussi que ça n'a pas sa place dans un média. Les médias sociaux amplifient la haine, les positions extrêmes, a récemment avancé Catherine Tait, la PDG de CBC Radio-Canada, à l'émission de radio Tout un matin en réaffirmant le rôle de la société d'État dans la lutte contre la désinformation. Elle a fait valoir que la création de contenu par des citoyens sur TikTok, hautement populaire auprès des jeunes, ne constitue pas du vrai journalisme qui, lui, doit respecter certaines normes et pratiques d'impartialité, d'équité, d'équilibre, d'intégrité, d'exactitude, des faits et de vérification des sources. Si les réseaux sociaux ont permis l'essor de la désinformation, ils permettent également d'accéder à une plus grande diversité de sources et de points de vue, estime quant à lui Philippe de Grosbois, sociologue et enseignant au niveau collégial. Oui, dans cette diversité-là, il se peut qu'il y ait des complotistes, note-t-il, mais il se peut aussi qu'il y ait du très bon matériel auquel on n'aurait pas eu accès autrement, notamment des explications d'experts et des perspectives marginalisées qui sont sous-représentées dans les médias traditionnels. Ça peut aussi amener les gens à avoir une connaissance beaucoup plus approfondie sur un sujet en particulier qui serait moins couvert par des médias généralistes, avance-t-il. Ça change le regard qu'on a, mais le discours porté par les médias traditionnels sur les médias sociaux tient très peu compte de cet aspect-là. Le programme Ma famille, ma communauté porte fruit en Abitibi-Témiscamingue. Il célèbre ses 10 ans d'implantation en région. Lancé comme un projet pilote à Val-d'Or en 2012, le programme s'étend maintenant partout sur le territoire. Il vise à mobiliser les acteurs du milieu pour favoriser la stabilité des enfants vulnérables. Depuis 10 ans, quelques 1050 enfants de la région ont pu prendre part au processus décisionnel en équipe. Ces rencontres permettent à des familles qui en ressentent le besoin de réunir autour d'une même table des ressources qui peuvent les aider, que ce soit des partenaires de la communauté ou encore des proches. Renée Champion, coordinatrice régionale de Ma famille, ma communauté, souligne que généralement 75% des décisions prises à l'issue des rencontres du processus décisionnel en équipe permettent de maintenir un enfant dans son milieu de vie, de rester dans sa famille d'accueil s'il est menacé de déplacement ou encore de permettre la réunion de famille. Le défi est d'assurer un suivi au fil du temps, mais c'est clair que le programme est une réussite et que les gens qui en bénéficient en sortent satisfaits. Selon Mme Champion, un autre défi du programme est d'obtenir l'adhésion des familles qui doivent y participer de façon volontaire. Plusieurs personnes sont méfiantes. Ça demande du courage de prendre en charge sa rencontre et de s'asseoir avec des membres de sa famille ou de la communauté et de parler des défis qu'ils vivent. Elle déclare qu'on a souvent des refus, mais on incite nos intervenants à rappeler aux gens leurs besoins du soutien de leur entourage à tout moment de la journée. En plus des rencontres, processus décisionnel en équipe, le programme Ma famille, ma communauté incite les organismes à mettre en place des initiatives pour améliorer le quotidien des familles. À titre d'exemple, le comité local de Rouyn-Noranda a mis sur pied un service de répit d'une nuit pour des parents débordés. Au Témiscamingue, des activités ont été organisées pour recruter et soutenir les familles d'accueil.
On sent vraiment la mobilisation des organismes autour du projet, ajoute la coordonnatrice. Quand on les appelle pour un besoin urgent d'organiser une rencontre processus décisionnel en équipe, par exemple, ils vont déplacer des choses dans leur agenda. C'est vrai autant pour le communautaire que pour le milieu scolaire ou encore les autres directions du CISAT. À la suite de l'énoncé économique du 21 novembre dernier par la ministre des Affaires du Canada, Mme Chrystia Freeland, l'Union des municipalités du Québec salue l'octroi de nouvelles sommes en matière de logement, mais déplore l'absence de nouveaux investissements pour subvenir au rôle accru des municipalités en matière d'infrastructures, d'adaptation au changement climatique et de transport. Les mesures annoncées en habitation constituent un pas de plus vers la bonne direction, mais ne suffiront pas pour stimuler la création de 860 000 logements requis d'ici 2030 au Québec pour maintenir une abordabilité. Rappelons que l'Union des municipalités du Québec a fait des représentations devant le Comité permanent des finances dans les dernières semaines pour recommander au gouvernement fédéral d'investir massivement dans le logement social et abordable afin de faire face à la crise du logement. De plus, l'Union des municipalités du Québec demande une augmentation permanente des fonds alloués au Fonds pour le développement des collectivités du Canada, qui finance les infrastructures municipales sans imposer de nouvelles conditions d'utilisation. Le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, nommé LATEC, soutenu en partie par ce fonds, est particulièrement apprécié dans le milieu municipal en raison de sa flexibilité et de sa prévisibilité. Malheureusement, de nombreuses municipalités ont épuisé les ressources allouées au TEC 2019-2023, créant une incertitude quant au renouvellement du programme. En prévision des années 2024 et suivantes, de nombreuses municipalités souhaitent planifier leurs travaux, mais cette planification est entravée par l'absence de connaissances sur les montants qui leur seront attribués par les autres ordres du gouvernement. La flexibilité et l'agilité des programmes fédéraux, leur arrimage avec les programmes québécois, ainsi que la rapidité à s'entendre avec Québec sur le transfert des sommes, sont des facteurs de succès cruciaux pour permettre aux municipalités québécoises de contribuer pleinement aux services essentiels à la population. Les municipalités sont au premier rang des grands enjeux nationaux et malgré toute l'agilité déployée par celles-ci, elles doivent porter à bout de bras plusieurs services et ce, avec de moins en moins de budget, a mentionné le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes, Martin Danfous. Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité, municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la métropole. Le bœuf du Québec sera dorénavant plus facile à identifier. Les producteurs de bovins du Québec viennent de dévoiler leur nouvelle certification Bœuf du Québec en marge de leur colloque à Drummondville. La certification exige que 100 % des animaux proviennent de fermes du Québec et qu'au moins 85 % d'entre eux soient nés au Québec. Pour l'obtenir, le demandeur devra prouver qu'il respecte les critères de provenance de la viande. Jean-Thomas Maltais, président des producteurs de bovins du Québec, affirme que c'est une marque de certification collective. L'objectif est d'identifier facilement d'où vient la viande et de s'assurer que ça vient du Québec et que c'est une viande de qualité. Le géant de l'alimentation Sobeys est un des premiers à s'associer à cette certification, tout comme la propriétaire du groupe Adel, un abattoir situé à Sainte-Luce.
Manon Campfort, directrice générale du groupe ADEL, mentionne que c'est vraiment dans la démarche gouvernementale de pouvoir s'approvisionner de façon locale et surtout de s'assurer de la traçabilité des viandes qui viennent du Québec. Donc, on est très fiers. On pense que pour le consommateur, c'est une façon de le rassurer. Les producteurs de bovins du Québec, qui comptent 12 000 membres, effectueront eux-mêmes la surveillance de cette nouvelle certification. Selon l'organisation, les Québécois consomment environ 35 kg de bœuf par année, comparativement à environ 26 ailleurs au pays. Des élus de l'Abitibi-Témiscamingue demandent au gouvernement d'agir pour améliorer l'état des routes dans la région. Selon la vérificatrice générale du Québec, 65,1 % des routes pavées de la région étaient en mauvais état en 2022. La région figure au sommet du palmarès des régions pour le nombre de routes dégradées. Une situation qui n'étonne pas le maire d'Amos, préfet de la MRC Abitibi, Sébastien Dastou, qui affirme que la région est en déficit en matière d'infrastructure. Il souligne qu'on a fait des représentations via la conférence des préfets. L'ensemble des préfets le font à toutes les fois qu'on a l'occasion de rencontrer le ministère des Transports. C'est généralisé dans tout le Québec. On voit très bien qu'en Abitibi-Témiscamingue, c'est encore pire, puis ce n'est pas nouveau. Selon M. Dastou, les investissements de Québec dans la région ne sont pas suffisants, ce qui engendre des retards dans les travaux à réaliser. C'est sûr qu'il faut prendre la région au sérieux. On n'est pas une sous-région du Québec. On mérite d'avoir des surfaces de roulement qui soient sécuritaires. Puis, on veut qu'il augmente les montants investis, mais aussi la capacité de réalisation. Puis, il faut faire de l'entretien, mais il faut faire aussi des réfections complètes, insiste l'élu, qui veut aussi que le gouvernement effectue rapidement les transferts des sommes nécessaires pour l'entretien des routes municipales. Les données de la vérificatrice générale ne surprennent pas non plus la préfète de Témiscamingue, Claire Bolduc, qui dénonce du même souffle le déficit d'entretien, notamment des ponts. On va continuer de revendiquer autant au Témiscamingue qu'à la hauteur de l'Abitibi-Témiscamingue les sommes et les ressources nécessaires pour faire face à la situation. Mais c'est inacceptable qu'on soit encore dans cette situation-là et qu'on n'ait pas devant nous des moyens concrets pour agir. C'est regrettable qu'on ne soit pas mieux informé de ce qui pourrait être fait ou des intentions du ministère des Transports. On demande et on attend une réponse rapidement, insiste la préfète. Claire Bolduc croit qu'il faut mettre le budget nécessaire pour les travaux, mais les municipalités peuvent aussi aider à faire face à cette situation. Il faut faciliter les initiatives locales. On l'a proposé à plusieurs reprises, utiliser l'expertise qu'on a dans notre monde municipal. Il y a des gens qui peuvent être mis à contribution. Il y a des équipes qui peuvent mettre l'épaule à la roue. Il y a des travaux qui pourraient être faits beaucoup plus rapidement. Demandez-nous de collaborer. Ce sera possible de le faire. Mais actuellement, c'est comme si on était sur deux circulations parallèles où on ne se rencontre pas et on ne se parle pas avec le ministère. La situation, elle est inacceptable. Trouvons des solutions dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, propose l'élu. Pour sa part, Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, dit qu'il n'est pas surpris par la dégradation des routes du ministère des Transports du Québec en Abitibi-Témiscamingue. En toute franchise, on n'était vraiment pas surpris de la situation parce que Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, et moi sommes au fait de cette problématique qui dure depuis quelques années, dit-il. L'élu affirme que le ministre des Transports est aussi au courant de cette situation. Un des problèmes auxquels nous faisons face, c'est l'immensité du territoire et la capacité de réaliser des travaux en région qui est plus difficile, dit-il. Là, c'est vraiment un enjeu sur lequel on travaille. Il ajoute que la région fait aussi face à d'autres difficultés, notamment le nombre d'entrepreneurs et la capacité de réalisation qui font
qu'on ne peut pas avoir un programme intense pour tout réaliser et améliorer le plus rapidement possible les choses, rappelant au passage que l'accent est surtout mis sur l'entretien des ponceaux et des infrastructures. Je sais que la population s'attend à mieux, mais on fait tout ce qui est possible pour améliorer la situation, soutient Daniel Bernard. La proportion de routes en mauvais état est passée de 62,5 % en 2018 à 65,1 % l'an dernier dans la région. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, et d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, Sylvie Bérubé, sont énormément déçus de la mise à jour économique du gouvernement qui n'a servi que du réchauffé et des demi-heures pour faire face à la crise du logement. Les attentes du Bloc québécois n'ont aucunement été rencontrées par le gouvernement. Aucun fonds pour l'acquisition de logements par les organismes à but non lucratif, rien pour aider les organismes en itinérance, rien pour nos aînés, rien pour aider nos entreprises en refusant le report du paiement du compte d'urgence. Bref, le gouvernement ne comprend pas le mot « urgence », a fait savoir Sylvie Bérubé. Selon la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, c'est une centaine d'entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec qui ont déclaré risquer faire faillite sans prolongation du compte d'urgence. La pandémie a provoqué des fermetures et les feux de forêt de l'été dernier ont détruit une partie de leurs biens. Encore une fois, le gouvernement fédéral oublie les régions, a réitéré Sylvie Bérubé. Si le gouvernement débloque des sommes pour l'octroi de prêts à faible taux d'intérêt, ce programme s'amorcera aussi dès 2025-2026. On est vraiment loin de l'urgence de la situation. Et même si on annonce certaines sommes en région, le diable est dans les détails. Trop souvent depuis que je suis à Ottawa, j'ai vu les programmes qui n'étaient pas adaptés à nos réalités régionales. Construire un 200 logis à Montréal, c'est l'équivalent d'un 6, d'un 7 ou d'un 12 logis en région, mais les programmes ne sont pas adaptés, a signalé Sébastien Lemire. Celui-ci ajoute aussi que si la réglementation entourant les locations à court terme sur des plateformes comme Airbnb est intéressante, cette mesure touche très peu l'Abitibi-Témiscamingue qui est aux prises avec une crise du logement depuis fort longtemps. Le manque de logement existe depuis des années dans nos régions. La crise était déjà présente, mais elle s'intensifie. La question, quand verrons-nous la construction de ces logements annoncés? De plus, une grande majorité des locataires sont touchés par la crise en raison de l'augmentation des prix. Les aînés sont davantage affectés par cette crise et Ottawa ne fait rien pour les aider, a stipulé la députée d'Abitibi-Baie-James, Nunavik-EU, Sylvie Bérubé. Ottawa a aussi servi d'autres mesures réchauffées sur le plan de l'inflation, misant sur un renforcement de la loi sur la concurrence. Ce sont des mesures déjà annoncées qu'on nous sert à nouveau. Les changements souhaités à la loi sur la concurrence sont les bienvenus, mais ils arrivent bien trop tard. Le mal est déjà fait dans le secteur de l'épicerie. En ce qui a trait au droit à la réparation, c'est un projet de loi qu'on travaille depuis longtemps au Comité de l'industrie et de la technologie, a rappelé le député d'Abitibi-Témiscamingue. Si certaines mesures comme l'enquête sur les frais d'itinérance à l'international pour les services mobiles ou la réduction de frais bancaires sont un pas dans la bonne direction, les résultats ne seront pas encore connus. Même la Charte hypothécaire canadienne n'est pas une nouveauté. Plusieurs des points se retrouvent déjà dans les possibilités pour les banques, a signalé Mme Bérubé. L'augmentation du crédit d'impôt pour les médias de 25 à 35 % et la nouvelle prestation pour l'assurance-emploi pour les parents qui adoptent sont quelques points à souligner dans ce budget. Une mise à jour économique, ça sert à faire le portrait de l'évolution de la situation économique depuis le budget et annoncer des solutions aux urgences connues. Cet énoncé n'aborde pas les nombreux changements et ne règle rien. Il s'agit donc d'un exercice raté au point où on se demande pourquoi le gouvernement Trudeau a procédé à cet énoncé. Grâce aux libéraux, ça ira plus mal avant d'aller mieux, ont conclu les deux députés.
De plus en plus de groupes de l'Abitibi-Témiscamingue dénoncent le projet de loi 15 centralisateur et sont contre son adoption antidémocratique. Faisant suite à plusieurs actions organisées depuis le début de l'automne afin de dénoncer les enjeux que comporte le projet de loi numéro 15, loi visant à rendre le système de santé et des services sociaux plus efficace, le réseau de vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue, composé du milieu syndical, communautaire et de l'éducation, est particulièrement préoccupé par ce dossier. C'est pourquoi, le 22 novembre dernier, des représentants du réseau ont rencontré le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. L'objectif de cette rencontre était de faire part de nos fortes inquiétudes quant aux nombreux enjeux que soulève ce projet de loi mammouth. Que l'on parle de centralisation, de perte démocratique, de privatisation, de non-reconnaissance des organismes communautaires et des travailleurs du réseau public, il y a de nombreuses craintes qui persistent. Si ce projet de loi est adopté, nous croyons qu'il y aura des conséquences désastreuses pour l'ensemble des Québécois, notamment au niveau de l'accès gratuit, public et universel des soins de santé et de services sociaux, et ce, particulièrement pour notre région éloignée et nos milieux ruraux. Nous demandons donc l'appui de nos élus régionaux pour faire reculer le projet de loi 15 et pour s'assurer de tenir compte de nos particularités régionales. Bien que M. Bernard ait pris le temps d'écouter nos préoccupations dans une ambiance conviviale, certaines questions restent en suspens, notamment en lien avec les préoccupations du milieu communautaire, qui, encore une fois, semble être le grand oublié du gouvernement, et ce, malgré tout le travail accompli au quotidien afin de venir en aide aux populations les plus vulnérables. Même si M. Bernard nous a dit qu'il nous reviendrait avec des réponses, nous demeurons actuellement dans l'attente et l'incertitude alors que la révision du projet de loi numéro 15 continue à avancer à grands pas. On souhaite également que nos craintes soient défendues à l'Assemblée nationale par nos élus. Quant à nos autres députés, ceux-ci semblent avoir d'autres priorités que d'écouter les préoccupations de leurs citoyens et les groupes qui les représentent. Alors que l'autocueillette des sapins de Noël vient tout juste de débuter en Abitibi-Témiscamingue, déjà les propriétaires ressentent l'engouement pour les sapins naturels cette année. Les sapins sont pas mal plus beaux qu'achetés en ville et ils sentent meilleurs. C'est comme dans le bon temps, mais ils sont plus fournis parce que dans le temps, on allait dans le bois et ce n'était pas cultivé. J'aime bien faire ça en famille, nous explique Jocelyn Caron, propriétaire de cette plantation de sapins située aux abords de la route 117 à Rouyn-Noranda. Il est heureux de constater le fort engouement alors qu'il s'agit de la première journée où il offre l'autocueillette. M. Charles Cloutier, dont la plantation est à seulement quelques kilomètres du centre-ville de Rouyn-Noranda, en direction de McWaters, affirme qu'il est très content de constater la présence de plusieurs personnes parce qu'il y a de nombreux arbres à maturité et à un moment donné, il faut les couper. Ce dernier croit qu'il y a encore de la promotion à faire sur cette tradition que nous faisions avec nos parents, car c'est un beau moment à passer avec les enfants, entre autres. L'émerveillement des enfants devant l'arbre choisi est la meilleure des récompenses pour nos efforts investis. À Saint-Vital-de-Clermont, en Abitibi-Ouest, l'autocueillette a également débuté chez les arbres de Noël Claude Grenier. Le propriétaire Claude Grenier estime que l'engouement pour les arbres naturels est en augmentation. Les gens sont toujours super heureux quand ils viennent chercher leur arbre et cela demeure un très beau souvenir pour les jeunes et même pour les moins jeunes. En plus de quelques centaines d'arbres coupés en autocueillette, chaque année, Claude Grenier a aussi une vingtaine de distributeurs aux quatre coins de la région. Il va jusqu'à Ville-Marie, Malartic, Amos et Rouyn-Noranda. Claude Grenier offre l'autocueillette toutes les fins de semaine jusqu'à Noël. Il mentionne qu'il s'agit d'un bon défi de réussir à avoir suffisamment de sapins chaque année. Cette année, il a planté plusieurs centaines d'arbres au début de la saison et ils sont presque tous morts parce qu'il y a eu un mois au printemps où il n'a pas plu, alors c'est de travailler pour rien souvent. Il y a des chenilles et la livrée des forêts qui va faire des cocons dans les arbres, la tordeuse de bourgeons d'épinette qui donne également du fil à retordre.
Aucun produit chimique n'est utilisé. Claude Grenier est sur le point de prendre sa retraite. Il est d'ailleurs bien heureux d'avoir trouvé des personnes intéressées à prendre la relève, ce qui n'est pas le cas pour Charles Cloutier à Rouyn-Noranda qui cherche toujours. En conclusion, M. Grenier mentionne que c'est un travail qui est physique, peu rémunérateur, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça qui doit motiver le travail qu'on fait ici, c'est plutôt le plaisir de travailler en forêt. Des employés de la fonderie Horn exigent du tribunal administratif du travail une meilleure gestion des poussières. Voies d'accès encombrées par du concentré, ventilation inefficace, entretien inadéquat des systèmes électriques ne sont que quelques problèmes éveillés par les employés. Le tribunal administratif du travail impose à Glencore, propriétaire de la fonderie Horn, d'apporter des correctifs au secteur du déchargement des concentrés et de la manutention. Un jugement du tribunal administratif du travail, rendu le 23 octobre, à la suite d'une plainte d'un représentant des employés, recense plusieurs manquements au niveau de la santé et de la sécurité des travailleurs de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Principalement, la gestion des poussières contaminées n'aurait pas été adéquate et ces poussières ont pu être dispersées à l'extérieur de l'usine. Sean Smith, représentant à la prévention au syndicat des travailleurs de la fonderie Horn lors du dépôt de la plainte et maintenant vice-président au grief, indique être extrêmement content de la décision. On se sent enfin écouté. On va pouvoir faire en sorte que nos travailleurs vont avoir un environnement de travail qui est beaucoup plus sain parce que dans le concentré minier et dans les produits qu'on traite, il y a des métaux précieux, mais ça vient aussi avec des contaminants. Puis, on a beau avoir des systèmes de protection individuels, ce n'est pas à 100% efficace. En août 2021, des travailleurs de la fonderie Horn constatent des accumulations de poussière inhabituelles dans le secteur de déchargement des concentrés. C'est à cet endroit qu'arrivent les matériaux recyclés et autres intrants qui seront fondus pour en extraire les minéraux, principalement du cuivre. Selon ce qu'on peut lire dans le jugement, ce matériel peut aussi contenir de l'arsenic, du beryllium, du plomb et d'autres contaminants nocifs pour la santé. Le juge du tribunal administratif du travail, François Aubé, a comme mandat d'analyser chacun des points soulevés par le syndicat pour déterminer s'il doit émettre des dérogations. Sur les photos déposées en preuve démontrent des accumulations de poussière de plus de 2 pieds de hauteur sur quelques mètres de long, situées en dessous d'un entonnoir qui reçoit les concentrés de cuivre par l'excavatrice. Le juge conclut qu'il n'est pas concevable qu'au lieu de dégager les voies de passage, on préfère mettre des rubans jaunes ou rouges ou qu'on laisse l'accumulation de concentrés envahir les voies de passage comme les photos le démontrent de façon non équivoque. Le juge ajoute que c'est la responsabilité d'employeurs et non des employés de s'assurer de la sécurité des lieux de travail. Il émet donc une première dérogation car l'employeur ne s'assure pas de maintenir les planchers et les voies d'accès propres et dégagés au secteur du déchargement des concentrés. Une autre doléance du représentant à la prévention concerne un système de gicleurs ayant pour but d'éviter l'emportement par le vent de poussière à l'extérieur. Le système de gicleurs permanent n'est plus fonctionnel. Glencore a donc installé un système temporaire qui, de l'avis des travailleurs, n'est pas efficace. Les concentrés peuvent donc se disperser dans la cour, mais aussi jusqu'au quartier Notre-Dame, situé aux abords de la fonderie Horn. Ce constat inquiète le syndicat puisque les travailleurs ne portent pas de masque à l'extérieur des bâtiments. Le tribunal administratif au travail émet une deuxième dérogation demandant à la fonderie de maintenir un système de gicleurs fonctionnel. Le tribunal émet une troisième dérogation estimant que l'employeur ne s'assure pas que l'émission d'un contaminant ne porte pas atteinte à la santé et la sécurité des travailleurs et ne réduit pas son exposition au minimum. Lors de la prise de photos à la fin de l'été 2021, le représentant à la prévention constate aussi des dépôts de poussière dans une salle de distribution électrique.
Cette salle doit généralement être dotée d'un système de prise d'air pour maintenir une pression positive et éviter la dispersion de poussière. Le représentant à la prévention soutient dans son témoignage que la poussière de concentré métallique peut occasionner des arcs électriques. Au total, le tribunal administratif du travail émet 5 dérogations et renvoie le dossier à la CNESST pour qu'elle assure le suivi des recommandations. Le syndicat des travailleurs est satisfait de ce jugement et constate déjà des améliorations. Derrière les leaders syndicaux, plus visibles dans les médias, se trouvent les visages de celles et ceux qui souhaitent poursuivre l'exercice de leur métier dans de meilleures conditions. Près de 420 000 travailleurs du réseau de la santé, des services sociaux, de l'éducation, membres du Front commun, sont en grève durant 3 jours cette semaine au Québec. On se compare à d'autres sphères dans le gouvernement où il y a de plus grosses augmentations de salaire ces temps-ci. Nous, on n'a pas ça, soutient l'archiviste médical Laurence Moreau-Lefebvre. C'est important de compenser pour le travail qui est fait parce que c'est quand même important le réseau de la santé dans la société. Je n'ai pas travaillé partout à l'hôpital, mais à l'accès à l'information, il y a beaucoup de choses que si on n'est pas là, mes collègues et moi, je pense que ça stagnerait au Québec. Selon Mme Moreau-Lefebvre, il est facile d'aller chercher un meilleur salaire ailleurs plutôt rapidement. Il y a des ados qui finissent le secondaire et qui sont payés le même salaire que moi et ils n'ont pas fait d'études supérieures encore. J'ai vu ça souvent, malheureusement, des gens qui arrivent et qui repartent assez rapidement aux archives. La technologue en électrophysiologie médicale, Lynn Pomerleau, abonde dans le même sens. Son équipe s'occupe de faire passer des examens à des gens ayant subi un infarctus, qui font de l'épilepsie ou qui ont des troubles neuromusculaires. Par exemple, elle croit qu'une hausse de la rémunération est primordiale afin d'attirer de nouveaux talents vers son métier. Un bon salaire pourrait nous donner à recruter des jeunes dans nos métiers parce qu'en ce moment, ce n'est pas du tout attractif, exprime Mme Pomerleau. Une fois qu'on a un salaire, on peut attirer des gens en offrant de bonnes conditions de travail pour rendre les journées plus productives, mais aussi plus agréables. Pour Sonia Tituba, l'agente de relations à la DPJ, ni la température ni les pertes de salaire n'allaient pouvoir refroidir les ardeurs de son équipe de travail venue manifester sur la ligne de piquetage mardi. Ce sont nos conditions de travail qui sont en jeu. C'est pour ça que, malgré le froid, nous sommes dehors pour revendiquer ce que nous méritons. Surtout nous, à la protection de la jeunesse, le gouvernement est conscient qu'il y a une charge de travail qui vient avec ça. Il n'arrête pas de dire que la DPJ, il faut en prendre soin parce que c'est un métier difficile. Malheureusement, avec ce qui se passe au niveau de nos conventions collectives, ça ne fonctionne pas et c'est pour cela que nous sommes dans la rue pour manifester, affirme-t-elle. Pendant la pandémie, nous étions tous des anges gardiens. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est plus la réalité. Tout le monde est dans son coin à revendiquer ses positions. Ça prend le Front commun pour rassembler tout le monde et dire « Wow, c'est assez ». Au-delà du salaire, Mme Tituba pointe l'énorme charge de travail qui pèse sur les épaules des intervenants de la DPJ. Il y a des besoins au niveau de notre population qui demandent plus d'adaptation. On sait que les intervenantes à la protection de la jeunesse ont une bonne capacité d'adaptation. En revanche, quand on ne me permet pas de m'adapter à chaque situation parce que je suis à la hâte dans mes dossiers, ça diminue la qualité des services que je peux offrir à la population. Et cette population-là, malheureusement, se retrouve à l'hôpital. Tout le monde en est conscient, mais personne ne met les moyens nécessaires pour régler ce problème-là, fait-elle observer. Œuvrant en tant que comptable dans le réseau de la santé, Émilie Leduc soutient qu'une hausse de la rémunération est primordiale afin que le secteur public puisse rivaliser avec le privé sur le plan de l'attractivité. Hormis le salaire, elle considère que le réseau de la santé offre de très belles professions.
Même si je suis confortable dans ma chaise, j'en vois d'autres qui ont des conditions vraiment moins bonnes. Je suis très solidaire avec les professeurs. Je suis solidaire avec tout le milieu clinique et personnellement, comme citoyenne, j'aurai à me faire soigner, j'aurai à faire soigner mes enfants et ces gens-là ont besoin de notre support. Si on veut conserver de la main-d'œuvre et de la compétence entre nos murs, on n'a pas le choix de revendiquer, affirme Mme Leduc. Présente sur la ligne de piquetage avec quelques-unes de ses collègues œuvrant en santé mentale, la psychoéducatrice Marie-Philippe Charland revendique de meilleures conditions de travail pour son équipe, mais souhaite aussi afficher son soutien à l'ensemble des employés en grève dans les secteurs de la santé, des services sociaux et de l'éducation. En ce moment, c'est sûr qu'on n'est pas payé et il fait froid. Les écoles sont fermées. Il n'y a pas de service de garde. Les enfants sont à la maison et il faut trouver quelqu'un pour s'en occuper, mais je pense quand même que ça en vaut la peine. Le peintre de plâtrier, Tommy Desgagnés, adore son travail qu'il exerce à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Il signale qu'il est difficile d'attirer de la relève aux soins de son équipe en raison de la différence de salaire entre le public et le privé. On a la moitié du salaire des gens de la construction pour faire le même métier avec les mêmes exigences. Un peintre à l'hôpital est payé 22 et 16 $, tandis que le décret de construction, c'est de 39 à 42 $ de l'heure. Il n'y a personne qui va vouloir venir donner son nom à l'hôpital pour perdre la moitié de son salaire, expose-t-il. J'ai de l'ouvrage pour au moins 3 personnes, poursuit M. Desgagnés. Ça fait au moins 3 ans qu'on est à la recherche de quelqu'un et la seule façon qu'ils ont trouvée, c'est de louer un contracteur à 100 $ de l'heure pour venir m'aider et faire le même job que moi. Malgré les salaires plus élevés au privé, Tommy Desgagnés aimerait terminer sa carrière dans le réseau public. On adore notre travail, c'est une passion, c'est toujours une question de fierté de faire du bon travail. On voudrait rester à long terme, juste d'avoir quelque chose d'intéressant comme 20 % d'augmentation de salaire sur 3 ans, qui aurait plus de bon sens, ce serait déjà plus intéressant de rester. Surveillante à l'école secondaire d'Iberville de Rouyn-Noranda, Linda Tousignan et Céline Turcotte subissent de plein fouet les conséquences de la pénurie de main-d'œuvre alors que 3 postes de surveillants sont présentement vacants au sein de l'établissement. Le manque d'effectifs fait en sorte qu'on a le même salaire, mais on est seul à surveiller tous les élèves. On doit s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident. Il faut avoir les yeux partout, mais on est seul pour le faire, souligne Mme Tousignan. Travaillant à temps partiel, les 2 femmes disent vivre de l'insécurité financière. On est dans l'insécurité parce qu'on n'a pas de contrat, il n'y a rien d'écrit. Si on est malade, c'est à nos frais parce qu'on n'a pas de sécurité. Ça prend du salaire pour être capable d'aller faire notre épicerie, nous aussi, raconte Mme Turcotte. Les 2 femmes espèrent que l'issue des négociations permettra de rendre leur métier plus attrayant. C'est pour cette raison qu'on fait ça, pour que des gens viennent nous rejoindre et travailler avec nous. C'est un bel emploi et hormis être rémunéré, il faut aimer ce qu'on fait. On travaille avec des jeunes, des adolescents et ce n'est pas facile tous les jours. Il faut d'abord aimer ça et si on avait un salaire adéquat qui convient avec toutes les augmentations qu'on voit partout, ça attirerait des gens avec nous, c'est sûr, affirme Céline Turcotte. Dans les domaines de la santé comme de l'éducation, de nouveaux employés souhaitent voir leur profession être mieux valorisée. C'est le cas de Cathy Pépin, qui travaille aux archives en tant que secrétaire médicale. C'est sûr et certain que nous, secrétaire médical aux archives, les gens pensent qu'on ne fait pas grand-chose, mais ce n'est pas vrai. On est très important pour les autres centres hospitaliers et pour les médecins, car on s'occupe des dossiers et on gère les dossiers médicaux de tous les patients, fait-elle valoir. C'est moi qui fais les copies pour les médecins quand ils en ont besoin. J'envoie tout ça partout au Québec. On a une surcharge de travail, on n'est quand même pas reconnu et on manque beaucoup d'effectifs pour effectuer le travail. Quand il y a une étudiante ou des nouveaux qui arrivent, on gagne pratiquement le même salaire, poursuit Mme Pépin.
Je trouve que ça n'a pas de bon sens. On n'a pas vraiment d'écart. Une étudiante qui rentre gagne 22 de l'heure. Moi, ça fait 20 ans que je suis là et je gagne 25 de l'heure. Donc, on s'appauvrit. On veut que ça améliore pour la population. On n'attire plus personne et il n'y a plus personne pour venir prendre notre relève. C'est donc la population qui en souffre, malheureusement. Pour Sophie Poulain, enseignante orthopédagogique à l'École Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda, les pertes de salaire encourues lors des journées de grève représentent un sacrifice qui permettront utilement d'offrir de meilleurs services aux élèves. C'est certain qu'il y a les conditions salariales, mais ce n'est pas seulement ça. La majorité des enseignants ont des tâches de plus en plus difficiles avec des élèves en difficulté. Les classes sont surpeuplées. Il ne faut pas oublier que dans les revendications, il y a la réduction du nombre d'élèves par classe qui ferait une grosse différence. Selon Mme Poulain, la profession enseignante n'est présentement pas reconnue à sa juste valeur par le gouvernement du Québec. Le gouvernement n'a pas l'air de nous valoriser beaucoup. Il n'a pas l'air de comprendre à quel point c'est difficile, que c'est un pilier pour la société, l'éducation. Le hockey semble plus important pour l'instant, malheureusement, laisse-t-elle tomber. Rappelons que le gouvernement du Québec a nommé lundi passé un conciliateur pour tenter de dénouer l'impasse qui persiste entre les deux parties à la table de négociation. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a invité mardi passé les syndicats à venir discuter sérieusement, ajoutant qu'il y avait 8 milliards de dollars sur la table, ce qui mérite, selon lui, une contre-offre sérieuse. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir!